pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unique dans la foi nouvelle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. I Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Bravo maître, professeur, éclaireur, toujours droit, même quand le vent fait peur. Un homme digne debout dans la rumeur. Tu gardes la parole comme un grand honneur. Tu parles clair, tu ne joues pas le jeu. Pas de masque quand tu regardes les yeux. Dans le brouillard des mensonges et du feu, tu restes la voix qui nous tient debout. Mieux, éclaireur pro-vérité, tu allumes les esprits blessés, toujours au service de la nation, pour éveiller toutes les consciences en prison. Ouais, éclaireur pro-vérité, tu fais vibrer la dignité. Le RHDP te dit merci pour l'éveil qui grandit dans tout le pays. Un vrai homme du média, loin des parades, loin des vendeurs de haine, des mascarades. Tu prends le risque de parler sans faille pour que le peuple voit le fond des batailles. Tu dis les choses que d'autres censurent. Tu poses les mots qui brisent les murs. Dans les quartiers, ta voix rassure. Tu rappelles que la paix est une armure. Un éclaireur pro-vérité, tu allumes les esprits blessés, toujours au service de la nation, pour éveiller toutes les consciences en prison. Ouais, éclaireur pro-vérité, tu fais vibrer la dignité. Le RHDP te dit merci pour l'éveil qui grandit dans tout le pays. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Quand la rumeur court, toi tu restes posé. Oh yeah. Tu demandes les preuves avant de juger. Tu gardes ton micro comme une vérité, pas comme une arme pour tout diviser. Oh, ya ya, éclaireur pro-vérité, tu allumes les esprits blessés, toujours au service de la nation, pour éveiller toutes les consciences en prison. Oh, éclaireur pro-vérité, tu fais vibrer la dignité. Le RHDP te dit merci pour l'éveil qui grandit dans tout le pays. Yeah, éclaireur pro-vérité. Éclaireur pro-vérité. Aïe aïe aïe, éclaireur pro-vérité. Oh yeah. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à toute la classe éclaireur pro-vérité. Merci de nous porter votre confiance et d'être présents et présentes au festin intellectuel.
où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Aujourd'hui, vous aurez 4 sujets. Hier, Kémy Séba est passé devant les juges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui sera le 4e sujet. Le 2e sujet, on va vous parler de monsieur Aliou Brou-Jacques. Celui-là qu'on appelle monsieur 34 hectares à Port-Bouet. Contrairement aux rumeurs des communicants de Sidam-Thiam qui disaient qu'il avait fui et que le gouvernement l'avait caché au Maroc, on vient de le cueillir dans un quartier qu'on appelle quartier Terre Rouge. On va vous parler, Terre Rouge se trouve où? Et vous allez comprendre de quoi il est question. Et on va vous donner plus d'informations sur cet individu. Et aussi, tous ceux qui ont participé à casser le quartier de Koumassi le 3 juin 2026. Le 2e sujet, on vous parle de blanchiment d'argent. Et dans les blanchiments d'argent, comment le gouvernement Ouattara fait pour attraper les gens? Est-ce qu'ils ne font pas exprès pour attraper des gens comme ça? On va vous donner une stratégie comment ils font pour attraper les gens. Là, quand c'est comme ça, ceux qui veulent devenir populaires, vous aurez l'occasion de l'être. Et le premier sujet qui est tiré de sikafinance.com, on va vous parler de cette Côte d'Ivoire qui est en train de se réaliser sur ce qui est réel. La Côte d'Ivoire sur le toit de la finance internationale, une double distinction pour la 2e année consécutive. Ça fait 2 ans que tous ceux qui sont les grands financiers du monde reconnaissent que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et ça fait 2 ans. La Côte d'Ivoire vient de recevoir 2 prix de Global Capital lors de sa cérémonie annuelle. L'émetteur le plus puissant d'Afrique et responsable des finances les plus impressionnants d'Afrique pour M. Diaby, le directeur général des finances. Et donc la Côte d'Ivoire que vous connaissez et qui est dirigée par le président Alassane Ouattara vient de recevoir 2 grands prix à Londres. La cérémonie s'est tenue le 17 juin 2026 à l'hôtel Raffles à Londres. Et pendant que la Côte d'Ivoire se faisait récompenser, sachez qu'il y a aussi 2 grandes institutions internationales du monde qui ont aussi été récompensées. Il y a Moody's Rating, il y a Morgan Stanley, il y a aussi Barclays et il y a le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite. Et donc, on ne va pas nous dire que c'est de la corruption, que la Côte d'Ivoire, les gens se sont cachés pour leur donner un prix ouïa-ouïa. Non, c'était pas un prix ouïa-ouïa. Moody's, là, eux, ils sont une agence de notation que tout le monde reconnaît. Morgan Stanley, Barclays et le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite, vous n'allez pas nous dire que c'est de la plaisanterie. Et donc là, c'est là où ces grandes institutions sont. C'est là-bas qu'on récompense la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Lui, son école d'être allé à l'école là, pour être un financier, c'est tellement réel et c'est tellement utile que c'est le monde entier qui reconnaît aujourd'hui et qui le récompense pour le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Ces distinctions sont parmi les plus prestigieuses du secteur financier mondial et sont décernées après un vote des banques d'investissement et des institutions financières les plus influentes du monde. Maintenant là, comment on fait? Et puis c'est qui donne les prix là? Ceux qui donnent les prix là, c'est un vote qu'on fait. Les institutions financières, toutes les institutions financières comme la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, le FMI, tout, c'est eux on demande. Est-ce que pays ça là, est-ce que vous pensez qu'ils sont parmi les meilleurs? Après ça aussi, toutes les banques d'investissement et les institutions financières du monde là, c'est eux tous qui ont décidé. Là, on ne peut pas dire que le président Ouattara et son régime ont corrompu tout cela. Bon, c'est eux qui font leur vote, qui disent, bon voilà, c'est ce pays ça là. Nous, on pense que c'est lui qui est bien. Ça fait 2 ans, l'année passée, et puis cette année-là, la Côte d'Ivoire reçoit cette reconnaissance internationale. Après cela, pourquoi voudriez-vous que l'on s'intéresse à des gens qui ont échoué toute leur vie, mais qui veulent s'improviser financiers ou bien économistes du dimanche à leur temps perdu? Là où le concret est en face de vous, là où la vie des Ivoiriens est en train d'être transformée chaque jour, la Côte d'Ivoire avait pris un crédit Eurobond qu'on devrait rembourser en 2032, mais on vient de rembourser ça en 2026 par avance. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui paie son crédit par avance? Les gens qui lui donnent crédit là, venez dire qu'il est mauvais. Bon, c'est son résultat qui est là. Et puis ils ont donné ça le 17 juin 2026 à l'hôtel Raffles à Londres pour dire que vraiment, la Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, elle bénéficie d'une reconnaissance
Parce que les stratégies de financement de la Côte d'Ivoire et l'expertise de la Direction générale des finances et surtout la capacité d'Alassane Ouattara en tant que président à rendre concret le développement dans son pays, c'est basé sur un système qui est propre, un système qui est cohérent et un système vraiment qui étonne le monde. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de tensions géopolitiques, la confiance des marchés dans la capacité de la Côte d'Ivoire à gérer sa dette augmente. Et donc, quand on regarde le monde aujourd'hui, où les choses sont devenues difficiles, où les choses changent du jour au lendemain, où aujourd'hui les guerres sont partout, où aujourd'hui avoir un crédit est une chose difficile, comment se fait-il que c'est dans cet environnement difficile-là que les gens font confiance en la Côte d'Ivoire? Et tellement ils lui font confiance, jusqu'on classe la Côte d'Ivoire pour aller récompenser ce pays devant le monde entier. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord là, sortez, vous allez venir dire que c'est faux et que les distinctions là, ça n'a pas existé, c'est faux et que le travail n'est pas fait. En réalité, chers parents, ceux qui travaillent ne parlent pas beaucoup. Mais ceux qui parlent beaucoup sont des bavards. Et ce qui permet aujourd'hui de savoir que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, il faut aller en Côte d'Ivoire pour voir ce qui est fait. Il faut aller voir comment les autorités actuelles ont innové, comment elles ont diversifié les différentes sources de financement pour transformer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut être capable de reconnaître. Même si par jalousie, on ne veut pas reconnaître, si le monde entier reconnaît là, à quoi ça sert donc de perdre notre temps pour bavarder? Le second semestre 2025 est un moment important pour la Côte d'Ivoire sur le plan financier. En juillet, le pays est devenu le premier pays en Afrique subsaharienne à entrer sur le marché obligataire japonais avec une émission samouraï de 50 milliards de yens, soit près de 340 millions de dollars. Ce prêt de 10 ans, avec un faible taux d'intérêt, a attiré les investisseurs asiatiques et a réduit la dépendance au marché en dollars et en euros. Par la suite, Abidjan a obtenu un prêt de développement durable de 433 milliards d'euros, une première mondiale, utilisant les garanties BIRD, c'est-à-dire Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et les MIGA, c'est-à-dire l'Agence multilatérale des garanties des investissements. Ça veut dire quoi, chers parents? Tellement le président Ouattara, il est fort, et puis tellement il maîtrise ce qu'il a appris là. Regardez ce qu'il a fait en juillet 2025. Généralement, quand tu t'en vas prendre l'argent là, les grandes institutions du monde là, c'est le dollar ou bien l'euro qu'elles reconnaissent, ces grandes institutions là. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement libre et il a tellement la confiance des marchés publics. Regardez en juillet 2025, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux Chinois, aux Japonais, il dit votre argent là, on appelle ça comment? Les Japonais disent on appelle ça le yen, Y-E-N-S. Il dit ok, est-ce que vous pouvez me donner 50 milliards? Il dit mais les 50 milliards que vous allez me donner là, je ne veux même pas prendre ça à plus de 2%. Les gens disent quoi? Ah, c'est comme ça, hein. Je peux prendre en euros, je peux prendre en dollars, je peux prendre en n'importe quel franc. Mais j'ai dit, donnez-moi, sur 10 ans. Le taux d'intérêt est tellement faible que le monde entier s'est dit, mais comment ce monsieur il a fait pour prendre 340, parce que 50 milliards de yens, ça fait 340 millions de dollars. Comment il a fait pour prendre ça à un taux d'intérêt qui ne dépasse même pas les 2%? Donc, ça a attiré l'attention du monde entier. Mais ça, là, s'il n'y a pas la confiance et s'il n'y a pas l'expertise derrière, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais encore mieux, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qu'on appelle la BIRD, le président Ouattara a pris un prêt au nom de la Côte d'Ivoire en collaboration avec la BIRD et l'Agence multilatérale des garanties des investissements. Ce sont des grandes institutions mondiales. Et ce sont ces banques-là qui se sont prêtées comme des garanties. Quand il est parti prendre 433 millions d'euros pour venir développer le pays. Ces banques-là même se sont portées garanties. On dit non, toi, il ne faut même pas laisser même 5 francs même. Si les gens n'avaient pas confiance, ils vont faire ça. Cette double garantie de la Banque mondiale a couvert 95% du principal et des intérêts offrant à la Côte d'Ivoire des conditions de financement avantageuses. 15 ans de maturité, 10 ans de différé et un coût inférieur d'environ 400 points de base à sa courbe Eurobond. De sorte que, pour vous expliquer simplement,
Quand les grandes banques comme ça ont pris ces garanties-là, la Banque mondiale dit à la Côte d'Ivoire, d'abord même là, l'argent que vous avez pris là, on va laisser, vous allez travailler dedans pendant 15 ans. Et les 10 premières années là, on vous laisse, vous ne payez rien. 10 années de différé, vous ne payez rien, même intérêt de l'argent là, vous travaillez avec. Et en plus de cela encore, on vous donne ça à un coût inférieur à 400 points sur les bases de coupe de nos marchés Eurobond. Ça là, allez dire à ceux qui connaissent, on dit connaisseurs connaissent, et Gawa qui s'amuse. Donc quand vous voyez les petits voyous de l'opposition ivoirienne bavarder, là où ils ont été incapables de faire quoi que ce soit, voilà cette Côte d'Ivoire qu'on vous présente aujourd'hui et que le monde entier reconnaît. Quand Dieu te reconnaît là, est-ce que tu es encore problème avec les anges? Au fil des années, la Côte d'Ivoire a gagné une grande réputation pour sa gestion de sa dette. Cette réputation repose sur l'innovation financière et la qualité de son exécution. Et ça, ceux qui donnent crédit à la Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas eu confiance en la Côte d'Ivoire parce que le monsieur s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est parce que quand on donne l'argent là, non seulement l'argent est bien géré, mais on regarde aussi la qualité de l'exécution. Ça veut dire, l'argent qu'on t'a donné là, tu fais quoi avec ça? Quand on vient regarder et puis on voit, et puis on sait que c'est des projets qui font rentrer de l'argent, et puis les gens ont la garantie là. Mais ça ne peut que leur donner confiance. Les émissions d'Eurobond de la Côte d'Ivoire en 2025 et 2026 ont été lancées avant des périodes de volatilité mondiale. Le directeur général attribue ces résultats à une préparation méthodique en suivant les marchés et en maintenant un dialogue constant avec les partenaires financiers. Cette approche proactive est renforcée à renforcer la crédibilité de la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs et des agences de notation. Et donc, quand on voit un pays qui pose des actes et qui ne prend pas l'argent pour le plaisir, mais qui pose des actes, qui donne un plus, qui change positivement le quotidien des Ivoiriens, qui en plus de cela, ce sont des projets structurants pour les générations à venir, ça met les partenaires financiers en confiance et ils se disent quoi? Un tel pays bénéficie tellement de la confiance que toutes les agences de notation, j'ai dit que les agences de notation, ce sont ces agences-là qui sont comme des gendarmes. Quand tu finis de prendre l'argent, ce sont ces agences comme Moody's, comme Fitch and Rating, qui sont là, qui se promènent pour voir l'argent, tu vas utiliser comment. Et qui font des rapports à ceux qui ont donné l'argent. Bon, c'est eux-mêmes, là, les gendarmes là, qui ont été félicités avec la Côte d'Ivoire. Depuis quand vous avez vu quelqu'un, on le félicite avec le gendarme avec qui il se promène. Mais ça, la Côte d'Ivoire vient de réaliser ce miracle. Parce que la stratégie financière sur laquelle la vision économique de la Côte d'Ivoire, pilotée par le président Ouattara, fonctionne, est faite sur des bases de plans nationaux de développement. Est-ce que vous n'avez pas entendu PND 2021-2025? Toujours maintenant, vous voyez, tous les jours je sors PND 2026-2030. Ce sont des projets ou même des plans nationaux de développement. Ça veut dire, on ne développe pas seulement un endroit, mais c'est tout le pays qu'on est en train de développer ensemble. Mais on fait ça par vague. On a fini 2021-2025. On est maintenant dans 2026-2030. Dans le projet d'investissement 2026-2030, là, il y a au moins 30% des financements qui seront produits par l'État lui-même. Et ces 30%-là vont représenter au moins 200 milliards de dollars. Ça veut dire ça, c'est l'État lui-même, le gouvernement de Côte d'Ivoire qui va financer ça dans ce PND-là. Et grâce à ce projet-là, on va pouvoir diversifier nos financements. Nous-mêmes, on va s'autofinancer dans certains cas, comme je viens de vous le dire, dans le PND 2026-2030, à hauteur de 30%, soit 200 milliards de dollars. Encore, on va renforcer la soutenabilité de la dette et développer les marchés et des capitaux régionaux. Ça veut dire dans la sous-région aussi, on va essayer de voir les institutions qui sont là travailler avec elles. Et aujourd'hui, on a une liberté. On peut emprunter dans n'importe quelle monnaie du monde et avec n'importe quel taux d'intérêt. Et tout ça permet de développer les finances en monnaie locale et de lancer des projets de développement sur les marchés des capitaux, que ce soit l'UEMOA ou même dans le groupe de la Banque mondiale. Et donc vous voyez que quand tu as la possibilité d'agir sur plusieurs segments, ça fait de toi un homme qui peut décider de son destin et tu n'es pas condamné. Et tout ça a permis à la Côte d'Ivoire de devenir aujourd'hui
un pays qui bénéficie d'un statut d'investment grade. Qu'est-ce que cela veut dire? L'accès au statut d'investment grade est une ambition stratégique de la Direction générale des financements. Alignée avec la vision des autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire se rapproche de ce seuil avec des notations BB BA2 de Moody's, S&P et de Fitch. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire le deuxième pays le mieux noté d'Afrique subsaharienne. Donc tous les gendarmes là, qui contrôlent l'argent, vous ne pouvez pas dire que c'est des plaisantins. C'est parce qu'eux-mêmes ils gagnent dedans. Donc là, Moody's, S&P, Fitch, ils disent que dans toute l'Afrique, là, les pays les mieux notés, là, que Côte d'Ivoire est deuxième. Faut même pas mal tourner pour parler beaucoup français. Pour continuer cette progression, une gestion active des passifs est mise en place. Donc, pour continuer ça, là, les crédits qui avaient été pris là, ils n'ont pas oublié comment ils vont gérer ça et comment ils vont faire pour rembourser. Et la Côte d'Ivoire a déjà commencé à rembourser, par exemple, comme je vous le disais, les dettes de l'Eurobond qu'on devrait rembourser en 2032 là. On a remboursé ça le 29 mai 2026. Est-ce que ce que je dis là, est-ce que je force? Est-ce que je ne suis pas précis? C'est celui qui ment là, qui va vouloir beaucoup parler. Parce qu'aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est dans le concret, n'est pas dans le bavardage et permet aux Ivoiriens de voir, quand on dit qu'il a pris crédit là, et puis on voit bénéfice de crédit sur nous là. On peut dire quoi encore après ça? Mais la Côte d'Ivoire ne se base pas seulement sur les grands financiers, les grands investissements et les grands investisseurs internationaux. Elle se base aussi sur des missions d'études. Comment certains pays comme le Maroc, les Philippines et l'Indonésie ont fait pour progresser. La Côte d'Ivoire aujourd'hui étudie ces modèles-là aussi pour essayer toujours d'accroître. Ah, comme je suis déjà fort là, je m'en fous, je vais rester comme ça. Non. Elle étudie les cas des autres pays comme le Maroc, Philippines, Indonésie. Comme de la même manière, vous voyez avant là, les grandes écoles là, on appelait ça école boutique. Vous et moi, nous savons. On faisait ça pour se débarrasser des gens qui ont bac. Bon, aujourd'hui là, on a étudié le modèle allemand et aujourd'hui on appelle ça le projet dual. Ce qui fait qu'aujourd'hui là, est-ce que vous entendez encore les gens qui sortent dans les grandes écoles dire BTS, Barat et Sora? Jusqu'à ce comme ça on appelait BTS. Parce qu'aujourd'hui là, le gouvernement actuel de Alassane Ouattara a retransformé le processus. Mais pour arriver à ça là, il a fallu qu'on mette les routes, l'électricité, les éléments du développement pour que les grandes entreprises viennent s'installer. Une grande entreprise ne peut pas venir s'installer dans un pays. Il n'y a pas courant, ou même le courant se coupe. Il n'y a pas route, on ne mange pas route. Non. Quand ils ont fait les routes, ils ont tout fait là. Ils ont mis courant. Ils ont diversifié les sources d'alimentation. Et puis tout est au COI là. Et puis on sait que le pays ça là, tu vas venir t'installer là. Courant ne va pas se couper n'importe comment là. Quand on sait qu'il y a route, et puis quand on sait que ils ont favorisé l'environnement des affaires là, les gens sont venus s'installer. Quand les gens sont venus s'installer là, ils ont créé les entreprises. Maintenant, là, on dit, bon, formation qu'on va donner là. Les entreprises qui sont là, les voici. Les entreprises là, voilà ce dont elles ont besoin. Donc, vous, les gens des grandes écoles là, ce qui est mieux pour vous là, changez vos formations. Avant là, c'était ouya. On a menti aux gens. Mais maintenant, depuis que nous, on est arrivé là, les gens ont besoin de formation dans tel domaine. Donc, vos écoles boutiques qu'on appelle grandes écoles là, ça sera mieux pour vous. Vous allez commencer à rentrer en partenariat avec les agences là, pour commencer déjà à former des gens sur ce dont ils ont besoin. Là, quand les gens sortent directement, ils s'en vont travailler. Depuis qu'on a fait ça, il y a quel parent qui se plaint que son enfant allait faire BTS ou Baramasson? Et ça là, ce modèle là, c'est un modèle de pragmatisme qu'on a pris en Allemagne pour venir réaliser. Et puis ça marche. Bon, c'est la même chose. On est déjà fort, hein, mais on étudie aussi les modèles des pays comme le Maroc, Philippines et Indonésie pour devenir encore plus fort. Donc, ce n'est pas par hasard que la Côte d'Ivoire a été félicitée. Cette consécration qui a été donnée à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fruit d'un hasard, même si certains ne voudraient pas l'accepter. Les distinctions de Global Capital soulignent le rôle de la Côte d'Ivoire et le travail d'une administration qui a réellement évolué. Les résultats et les distinctions obtenues montrent que la Côte d'Ivoire réalise ses ambitions. La Côte d'Ivoire doit maintenant
non seulement accéder aux capitaux internationaux, mais aussi renforcer sa position en gestion de la dette souveraine et financement du développement. Et donc, bravo et félicitations au gouvernement du président Alassane Ouattara, qui ne fait que faire rêver la Côte d'Ivoire en nous mettant sur la bonne voie. Et c'est de cela qu'il est question sans entrer dans le bavardage. En ce qui concerne le deuxième sujet, comment le régime du président Alassane Ouattara confond les criminels économiques. Souvent là, il faut qu'on explique en français simple pour que vous compreniez. Donc là, vous avez vu tout dernièrement, ils ont parlé de blanchiment d'argent, les stratégies que les blanchisseurs d'argent utilisent là. Comme ce n'est pas ceux qui sont là à l'école, ceux aussi qui sont là à l'école là, savent aussi comment les attraper. Exemple, écoutez cette stratégie du gouvernement ivoirien. Pour donner un exemple avec le blanchiment autonome, l'exemple du pasteur. On a identifié un parc auto dont on a estimé la valeur à 700 millions. Bon, je suppose que s'il a un parc auto de 700 millions, peut-être qu'il a 300 millions dans son compte, peut-être qu'il a un patrimoine immobilier de 1 milliard. Donc, on va supposer que tout son patrimoine tournait était dans l'ordre de 2 milliards. Ça suppose que s'il a eu 2 milliards en main propre comme ça, ou bien dans son compte qui lui appartiennent, on dit qu'il a justifié ses revenus par la possession d'une entreprise dans le domaine de l'immobilier, d'une entreprise dans le domaine de la recherche d'or, je crois, et d'une entreprise dans l'import-export. Donc, 3 sociétés. Eh bien, pour que tu aies ces 2 milliards-là, le problème, c'est que sur la période sur laquelle tu as constitué ces 2 milliards-là, c'est ce que tu as gagné. Tu les as gagnés comment? En dividendes. Donc, si tu les as gagnés en dividendes, ça veut dire qu'ils sont passés par la case de l'impôt sur le bénéfice. Ils sont aussi passés par la case de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Donc, si toi, tu as eu 2 milliards, ça suppose que tu as payé à peu près l'équivalent de 1,5 milliard à l'État. On va chercher la trace de ces 1,5 milliard là. Si tu n'as pas payé 1,5 milliard, ça veut dire que tu n'as pas pu recevoir ces sommes-là comme dividendes. Donc, donne-nous une autre justification. Vous voyez comme c'est facile à faire. C'est-à-dire, tu dis, mon argent vient de telle société. OK, pour que ce soit passé de la société là à toi, il fallait que ça passe par la case d'impôt à hauteur de tel pourcentage. Où est la déclaration d'impôt? Tu n'en as pas parce que probablement tu n'en as pas fait. Donc, tu ne peux pas posséder cet argent-là. Donc, tu ne peux pas posséder tous les biens qui proviennent de cet argent-là. En français simple, ce qu'il est en train de dire là. Ceux qui font blanchiment d'argent là. Après là, ils doivent venir mettre l'argent dans le circuit, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant là, ou bien ils mettent ça dans maison, ou bien ils mettent ça dans voiture. Maintenant, prenons l'exemple de Maman Sali. Je retrouve Maman Sali. Elle dit, voilà mon entreprise. On a vu Maman Sali rouler dans une voiture, ou bien elle a 4 voitures. Ces 4 voitures là, quand on calcule là, ça fait 300 millions. La maison dans laquelle elle vit là, la maison là fait 700 millions. Et maintenant, on lui dit, bon, comme tu as montré ta voiture et puis ta maison là, mais nous-mêmes quand on regarde là, faut qu'on te pose des questions. On veut savoir si tu payes impôt. Donc viens. Quand elle est venue là, j'ai dit, bon, les voitures là, ça fait 300 millions. Non? Quand on met tout ensemble, les 4 voitures là, et puis ta maison là, ça fait 1 milliard. Non? Ok. Tu fais quoi? Elle dit non, j'ai une entreprise. C'est tout? Non. J'ai aussi, il y a des gens qui enlèvent l'or pour moi dans la mine Koné. Ok. Et puis après encore, elle dit elle fait import-export. C'est pas femme du là. Elle est dans tout. Elle a cité non. Donc il y a 3 choses qu'elle fait. Elle a elle-même son entreprise. Elle fait import-export. Et puis, elle a pris le bouquet pour aller faire pour aller enlever l'or. Ok. Pour posséder les 4 véhicules qui ont une valeur de 300 millions et puis la maison de 700 millions, là, quand on met les deux, ça fait 1 milliard, non? Il faut qu'elle ait réalisé un bénéfice. Si tu n'as pas réalisé le bénéfice, comment tu vas posséder ces voitures et puis ces maisons? Donc, on va lui dire maintenant, là, la maison de 700 millions, tu dors dedans là-haut. Tu as payé impôt foncier. Chaque année, là, tu dois payer impôt foncier. Oui, soit c'est oui, soit c'est non. Ça c'est pas réponse. On met à côté, on dit ça c'est pas grave. Bon, tu as entreprise, non? Tu as enlevé d'or, non? Tu as impôt-export, non? Faut nous montrer l'impôt sur le bénéfice. Tu as réalisé des bénéfices, non? Faut nous montrer le papier qui prouve que tu as payé les bénéfices que tu as eu là. On devrait prendre un impôt, faut montrer ça.
C'est pas... ça ne veut rien dire. On découvre qu'elle n'avait pas payé l'impôt sur le bénéfice réalisé et elle n'a pas payé l'impôt sur la maison qu'on appelle l'impôt immobilier. Là, ça seulement là. Elles sont en train de vivre qu'on peut estimer à 1 milliard là. Tu peux vivre à 1 milliard et être incapable de payer impôt. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas payé les impôts là, c'est parce que tu n'as pas eu cet argent. Ça veut dire dans le monde réel là, tu n'as pas eu cet argent en vrai. C'est ce qui a fait que tu n'es pas allé payer les impôts. Ça, c'est la base la plus simple. Et donc, comme tu n'as pas payé ces impôts là, on va fouiller maintenant pour que tu payes ces impôts là. Et quand on va rentrer dedans, c'est là on va découvrir. Et puis maintenant, tout sera ginseng. Donc, ceux qui sont les criminels financiers, qui pensent qu'eux, ils vont s'en sortir. Actuellement, même le régime de Alassane Ouattara cherche l'argent. Si on vous attrape là, c'est un vent. À bon entendeur, au suivant. Monsieur, 34 hectares à Port-Boueux a été arrêté hier. Il a été arrêté. Monsieur s'appelle Aliou Brou-Jacques. C'est lui qui nous dit-on, le 3 juin 2026, il a pris Grumier, Caterpillar, char combat, pour aller casser quartier des gens. Il allait casser une partie de Koumassi Campement. Quand il a fini là, on dit qu'il est rentré en brousse. Quand il est rentré en brousse là, le communicant de Tidjam Thiam vous dit que Tidjam Thiam est devenu gentil là. Tidjam Thiam dit aux gens, voilà à faire ça là, on n'a qu'à charger. Il dit, dites que Ouattara avec son régime là, que c'est lui et puis ses gars qui sont derrière l'affaire là. Et puis ils ont fait sortir le monsieur dans Clando, que le monsieur est au Maroc. Que c'est eux-mêmes qui l'ont caché. Et que le monsieur là, lui, il ne peut pas faire ça seul. Et que c'est le régime du gouvernement de Alassane Ouattara qui est derrière. Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne peux rien dire. Mais une chose est évidente. Nous, on s'est toujours posé des questions simples. Ce monsieur-là, comment il a fait pour posséder, que ce soit 10 hectares, que ce soit 1 hectare, que ce soit 34 hectares? Comment lui seul, il a fait ça? Comme si c'est lui seul, Dieu a créé pour bonheur. C'est quand Dieu l'a créé là, Dieu dit, bon, bonheur, il faut rentrer dans son corps. Nous, on parle des questions les plus simples, hein. Puisqu'on dit que nous, on n'est pas là à l'école, nous, on n'est pas intelligent. Nous-mêmes, on reconnaît ça. C'est pourquoi nous, on ne pose pas les questions difficiles. Le père Marshall et moi, on dit, terrain ça là, il a payé ça à combien? Même si on dit la vie était facile hier là, la vie a toujours été difficile. Même à Abidjan, la bus coûtait, dans les années 80 là, bus coûtait moins de 25 francs. Mais la vie était difficile. Parce qu'il n'y a pas d'époque facile dans la vie. Lui, il a fait comment pour payer? Et puis c'est lui seul là, tellement il est chanceux là. Lui, il payait terrain comme ça. Et c'est lui seul qui avait ambition. Et le monsieur là, beaucoup parlent de lui. Mais si on demande c'est qui? Il s'appelle Aliou Brou-Jacques. A-L-L-O-U-I. Brou. B-R-O-U. Et puis Jacques. Au quartier, on l'appelle Zaki. Au village, on l'appelle Zaki. C'est un baoulot, Zaki. C'est lui, il a envoyé ses camarades pour aller casser, en tout cas, une partie de Koumassi, pardon, de Koumassi Campement. Ceux qui l'ont envoyé là, vous voyez, on s'était, on regarde, mais on le connaît. Ceux qui l'ont envoyé là, on les a déjà écoutés. On les a déjà entendus. Contrairement à toutes les rumeurs que les gens étaient en train de dire. Ceux qui disaient, vous l'avez fait fuir, vous l'avez fait fuir là. Dès qu'on a attrapé hier le monsieur, pourquoi? On pleure pas, on crie pas. Attendez, calmos. On l'a attrapé, non? Il va parler, non? Pourquoi vous dites maintenant que, là, quand on l'a attrapé, j'ai posté une vidéo. Est-ce que vous savez comment moi j'ai eu l'information? Est-ce que vous savez, je ne dirai jamais comment j'ai eu l'information. Mais j'étais l'une des premières personnes à poster. Et j'ai pris, j'étais au travail. Dès qu'on m'a dit, Joe, c'est propre là, tu peux le lancer là.
En même temps, j'ai pris une vieille image. Si vous allez sur la page, je crois que ça fait 143 000 vues, mais 100, je ne sais pas combien là-bas. On peut arrêter quelqu'un dans la même chemise là. C'est là quand je suis revenu à la maison là. J'ai dit, comme c'est comme ça là, je vais mettre la photo dans laquelle on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté à Port-Boué, Gonzagueville, quartier Terre Rouge hier là, quand on l'a arrêté là, chemise il était dedans là. C'est ça j'ai posté, et puis c'est sa photo qui est là maintenant. Vous n'allez pas dire que c'est IA. Et où on l'a arrêté? On l'a arrêté quartier Terre Rouge. Quartier Terre Rouge se trouve où? Ça se trouve à Port-Boué, dans le sous-quartier qu'on appelle Gonzagueville. C'est là-bas on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté là, on dit il faut donner tes pièces. Quand il a donné ses pièces là, on voit c'est bien lui, à lui Bruce Jacques. Il est né le 1er janvier 1950 à Gouro-Minakoro. Gouro-Minakoro, c'est une sous-préfecture de Tumodi. Son papa s'appelle Aouli. Aouli. A-H-O-U-L-I. Et puis Aloui. A-L-L-O-U-I. Et puis sa maman s'appelle Kwaku Aya. C'est pas Marie Tousso. Sa maman s'appelle Kwaku Aya. Ah, donc là, c'est lui qui m'a attrapé en chair et en os. Si je sors pour vous dire tout ça là, c'est que c'est pas amusement. On peut pas dire qu'on s'est trompé. Maintenant là, les petites questions qu'on voulait poser et que vous n'avez pas le courage de vous poser, vous voulez nous distraire pour tomber en brousse là. On va lui poser les vraies questions là. On lui a demandé tu vivais où? Il dit je vivais à Koumassi, Inch'Allah. Il dit qu'il était ingénieur de télécommunications à la retraite. On dit il n'y a pas de problème, tout ça c'est pas grave. C'est toi qui as envoyé les gens le 3 juin 2026 pour aller casser le quartier Koumassi Campement, non? Il dit On dit tu étais seul mais tu n'étais pas seul. Il dit ah je ne peux pas avoir fait ça seul. Il a donné des noms. Ces personnes ont déjà été entendues. Notamment, les gens qu'il a cités là. Il a cité M. Bois Krapa. Valérie. Le directeur général des services techniques du district autonome d'Abidjan. Il a été entendu. M. Balé Narcisse Toussaint. Maire de la commune de Koumassi. Il a été entendu. M. Kino Moumouni. Celui qui a les grumiers qui sont allés casser là, avec les bulldozers là. Lui aussi là, on vient aussi de l'entendre. Il s'appelle Kino Moumouni. C'est lui qui est le propriétaire des engins qu'ils ont utilisés pour casser le quartier Koumassi Campement. Faut pas que quelqu'un va venir crier qu'il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous avez voulu qu'on fasse parler les gens. Ce qui est totalement normal. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité. Les informations que moi je vous donne là, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Si quelqu'un arrive à montrer que ne serait-ce qu'une demi-information est fausse là, je te transfère 1000 $ américains. J'ai dit bien, je mets quiconque au défi. Et donc, sur ce, on se calme, on ne se plaint pas. Les choses se feront dans la légalité. Le régime du président Alassane Ouattara n'est pas un régime de voyous et nous n'allons pas permettre la voyousie. Kémy Séba, il a été arrêté, tout le monde sait. Quand il a été arrêté là, il voulait se cacher pour aller en Europe. Et dans cette affaire, hier, il a été écouté. Il est allé devant les juges. C'est en Afrique du Sud là-bas. Lui, son fils, et puis son ami blanc là, du Ku Klux Klan, le raciste blanc là. Que non, que eux ils demandent qu'on a qu'à les libérer sous caution. Ça veut dire eux vont payer un peu d'argent, on n'a qu'à les libérer. Là, eux vont rester et puis ils vont attendre. Ça s'est passé hier, 18 juin 2026. C'est là le tribunal l'a dit. On n'a pas confiance en toi. Quand on regarde ta tête, on dirait œuf de canard. Là. Tu n'es pas une bonne personne. Parce que quand on fait la morphopsychologie, là, en fonction de la forme de ta tête, là, on sait qui tu es. Toi, là, tu n'es pas une bonne personne. On ne va pas te laisser, tu vas fuir comme ça. Et puis, c'est quand on te reproche, là, il y a un mandat d'arrêt derrière toi. Tu penses que c'est affaire qui est simple? Faut t'amuser avec ta vie. Mais tu vas lire.
Toi, tu es là, c'est toi qui incites à la rébellion, c'est toi qui encourage à faire coup d'État. Et ça là, ça c'est une autre affaire d'abord. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on t'a attrapé, qui était illégalement rentré ici et puis tu voulais sortir là. Tu voulais sortir dans le dos des Sud-Africains là. Ça aussi là, ça c'est une autre affaire qu'on va juger. Toi qui te promènes pour jouer les bavards, soit disant que tu es panafricain radical. Maintenant là, tu vas maintenant montrer ton amour pour l'Afrique. Et il était là, mais j'avais un passeport. On dit, hey, ton affaire de passeport diplomatique là. Les gens même disent qu'ils ne te reconnaissent plus à leur passeport diplomatique là. On dit, tu n'as pas entendu parler de ça. Les gens même qui te donnent leur passeport là disent qu'ils ne te reconnaissent plus. Et donc tout le narratif victimaire qu'ils voulaient faire, les gens ont mis à l'eau. Ils disent, c'est pas avec nous notre esprit qui va jouer ici. Quand vous vous promenez, vous et vos relais, pour dire que c'est la France et puis le Bénin qui t'ont arrêté là. Ils disent, tu penses que tu es trop important quoi. Dans les rhétoriques, pour masquer la réalité. Non, ça va pas marcher à nous. Tu es un justiciable qui sera confronté à la mécanique implacable du droit international. Ton petit banditisme dans lequel tu es, tu seras jugé et tu vas répondre de tes actes sans état d'âme. Donc, faut pas penser que ton petit bavardage que tu as eu l'habitude de faire là, ça va prospérer en tout temps et en tout lieu. Toi, ton fils et ton complice là, vous allez rester en cabas, en isolement, jusqu'au 14 juillet 2026. Maintenant, 14 juillet 2026 là, on va voir si on va te libérer, ou bien si on va te condamner, ou bien à faire ça là. Si on va t'extrader vers le Bénin là, c'est là on va mettre bouche dedans. Lorsque tu vas revenir ici, le 14 juillet 2026, là on va ouvrir ce dossier là, pour voir si on peut te transférer comme un colis à Cotonou, pour que tu puisses aller affronter les accusations qui sont contre toi là-bas. Et comme ça là, tu auras l'occasion de démontrer tout ton amour pour l'Afrique, et tu vas démontrer que tu es un panafricain. C'est pas dans la bouche. C'est surtout dans les actes qu'il faut démontrer que tu es un panafricain. Et donc, tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup bavardé. L'heure est venue maintenant de montrer que tu as un peu de responsabilité en toi. Et là, ton militantisme va se frotter à la dure réalité de la diplomatie et de la coopération judiciaire africaine. C'est là aussi on va tenter de comprendre si les Africains, là, on est digne de pouvoir pratiquer la justice entre nous. C'est là on va voir l'importance de la diplomatie en Afrique. Et c'est là tu vas voir aussi les bénéfices d'un militantisme moutonnier, d'un suivisme idiot. Et aujourd'hui, tu veux te faire passer pour un martyr. Cela ne va pas suffire pour t'en tirer. Alors que tu mets en danger la vie de millions de personnes, cela ne saurait se faire. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé hier. Voilà aussi toutes les informations que nous vous avons données. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. On va de ce pas lire l'édito de Mablon et très rapidement laisser la parole à ceux qui voudraient s'exprimer, de pouvoir se signaler. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro vérité. Soyons sérieux. À regarder le braquage du pouvoir par ces trois larrons, c'est à croire qu'il suffit d'être militaire, former un gang et s'imposer contre vents et marées à des personnes qui n'ont rien demandé en fait. Ces trois gars braquent le pouvoir à gain être les libérateurs de leurs pays respectifs, des mains des djihadistes, mais seulement ils ne sont arrivés à rien. Et cela dure. Au contraire, depuis leur accession au pouvoir, la situation est allée de mal en pire. Le fait est que, au Mali, par exemple, Bina Diarra a plus de pouvoir qu'Assimi lui-même. Et point besoin de dire que le pouvoir de ce monsieur, ce nouveau maître, touche tous les trois pays du Sahel. Reconnaissons-le. Et pendant ce temps, les trois brigands refusent de céder la place à plus compétents, au détriment de leur population qui fuit les représailles, qui fuit la mort, qui fuit tous les méfaits liés au conflit. Pendant ce temps,
les millions de personnes arpentent les rues squelettiques. Ils se déplacent ainsi. On a l'impression qu'ils arpentent les rues sans savoir en fait où ils vont. Ils vont se retrouver dans des pays limitrophes tels que la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, où ils s'établissent dans des bidonvilles et vivent la plupart de mendicité. On peut le voir en Côte d'Ivoire. Des femmes sont assises à des carrefours avec des enfants disposés comme de la marchandise à des heures tardives de la nuit. Le lundi 15 juin, c'était la journée mondiale contre la faim dans le monde. À l'occasion, RFI s'est intéressé à l'Afrique de l'Ouest et comme il fallait s'y attendre, les 3 pays de l'AES détiennent les médailles. L'or pour le Mali, l'argent pour le Burkina et la bronze pour le Niger. On parle de ces 3 pays en termes de situation d'insécurité alimentaire sévère. Rien que ça. Des millions de personnes sortent de vos pays, dont vous vous réclamez président de la République, à cause des conflits. Des conflits que vous n'êtes pas capable de solutionner. Et vous vous maintenez malgré tout ceci au pouvoir. Franchement, ces 3 pays du Sahel, que sont le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le Mali d'Assimi Goïta et le Niger de Tiami, sont les 3 furoncles, 3 gros furoncles emplis de pus qui ont poussé sur les fesses de l'Afrique de l'Ouest. Impossible pour leurs voisins de s'asseoir et de se reposer, tant ils souffrent d'être devenus des victimes collatérales de l'incapacité de ces 3 incompétents. Ah mon Dieu! Quand est-ce que ces 3-là vont partir du pouvoir dans leur pays? On croise les doigts. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Maman Blanc. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans tous les pays de l'AES. Eh Dieu, ceux-là vont quitter quand? On ne pensait pas que ça allait être comme ça. Eh Dieu, si on savait que ça allait se terminer comme ça, là, on n'allait jamais applaudir pour dire à bas la France. On n'allait jamais aujourd'hui accepter dans ce qu'on est là. Mais on va faire comment? Comme le monde doit avancer là. Tout dernièrement, on vient de faire journée mondiale de la faim dans le monde. On dit, mais il ne faut pas vous fatiguer. Allez en Afrique de l'Ouest. Vous allez trouver des gens qui sont inscrits dans FC Djarankos. Des gens squelettiques. On va les appeler les squeletos. Ils sont là-bas. C'est la peau là, qui est sur os. Ils sont remplis dans ces pays-là comme ça. Donc quand ils sont partis là, est-ce que c'est difficile? Il suffit de braquer caméra, on prend ça, on montre ça aux gens. Ça veut dire ça seulement déjà là. Vous faites honte à l'homme africain. Et qui fait ça? Ce sont les putschistes qui font ça à leur propre peuple. Et pour eux, c'est la manière la plus belle de démontrer qu'ils aiment ces populations. Par pure méchanceté. Et surtout par incapacité. Ils savent qu'ils ne valent rien. Mais ils font exprès pour maintenir leur peuple dans la misère. Jusqu'à quand cela va continuer? Voilà bien la question à laquelle il va falloir répondre un jour. Mais encore pire, aujourd'hui, ils veulent que des pays comme la Côte d'Ivoire, qu'ils vilipendent nuit et jour, puissent assumer les conséquences pour que leur population descende pour venir. Comme si eux-mêmes, ils n'avaient pas de la dignité pour que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens vivent dignement dans leur pays. Vous voulez les pays que vous vilipendez là, vous voulez venir gagner une vie digne là-bas. Est-ce que chez vous là-bas, là, si vos dirigeants ils étaient forts là, pourquoi ils ne peuvent pas vous donner une vie digne là-bas? Voilà aujourd'hui autant de questions auxquelles sont confrontés les habitants de ces pays. Mais malheureusement, comme ils ont rendu la population bête, elles aussi, elles n'ouvrent pas leur cerveau, elles n'allument pas leur cerveau pour se poser les vraies questions. Ce n'est pas une fatalité. C'est un choix que vous avez fait. Et comme c'est vous qui avez applaudi, c'est vous qui devrez encore assumer les conséquences. Mais à un certain moment,
Le choix est entre vos mains. Soit vous vous réveillez pour remettre les choses à leur place, ou bien vous laissez ces putschistes-là vous enterrer carrément avec vos pays. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous repreniez le contrôle de vos dignités. Parce que vos pays n'ont pas pour vocation de mettre des voyous à leur tête pour augmenter le malheur en Afrique de l'Ouest, pour augmenter le désordre. Il faudrait qu'on soit sérieux. Merci à Maman Blanc, merci à la classe éclaireur Pro Vérité et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est vraiment pris par le temps. On va laisser un maximum de 5 minutes à tous ceux qui veulent parler. Il y a le frère qui est là, il y a Maman Sali qui est là, il y a Poutamois et il y a aussi le père Martial qui est là. Et donc très rapidement, puisqu'on est pris par le temps, on n'a pas plus de 30 minutes. Et donc, on va laisser les gens s'exprimer en 5 minutes et on va pouvoir fermer. Et donc, on va commencer rapidement avec le frère pour pouvoir gagner en temps. Allô? Allô? Oui, bonjour le frère. Oui, bonjour, frère. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va, ça va. Ok, Je Dieu te merci. remercie. Donc, on vous laisse la parole. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais, comme d'habitude, les actualités du mondial, j'aimerais informer que vraiment, on n'a qu'à prier pour notre compatriote. On a un Ivoirien qui joue pour l'équipe du Canada. C'est vrai que il ne joue pas pour la Coupe, mais c'est un de nos frères aussi. Il a cassé ses pieds hier pendant le match. Donc, on prie pour lui pour qu'il retrouve sa santé. Aussi, j'aimerais dire, parce qu'on entend des voix qui s'élèvent concernant les billets pour la Coupe du Monde. Vous savez, les prix des billets de la Coupe du Monde, là, c'est pas du ressort de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est la FIFA qui fixe les prix du billet. Maintenant, les gens qui pensent qu'on peut faire rang pour aller devant l'ambassade et puis on va donner billet d'entrée à tout le monde un à un, là. C'est de l'utopie, hein. Il n'y a pas de billets on peut avoir là-bas. Donc, vraiment, il faudrait que les gens fassent attention. C'est la Coupe du Monde, tous les regards sont pointés vers nous. Il ne faudrait pas qu'on aille faire des bêtises et puis pensant que c'est en s'élevant pour critiquer qu'on va avoir des billets. C'est pas comme ça. Donc, je vais revenir sur l'affaire des dettes que vous avez expliqué tout à l'heure. Parce que je pense que c'est important qu'on explique les choses terre à terre à nos parents. Les gens vont dire, ah, mais si on a remboursé le crédit en avance, mais ça change quoi? Parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça change? Terre à terre, là. Qu'est-ce que ça change, c'est quoi? Vous savez, chers parents, quand on prend crédit, là, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. C'est-à-dire que quand tu vas prendre l'argent chez les Blancs, ils vont dire que tu vas rembourser le crédit, là, peut-être sur 10 ans. Donc, sur 10 ans, là, ils vont calculer, par exemple, l'intérêt que tu dois payer sur 10 ans. Peut-être, ils vont dire, par exemple, sur 10 ans, tu vas payer peut-être 10 milliards, admettons. 10 milliards. Mais si toi, tu as pu payer crédit, là, avant les 10 ans, intérêt que toi, tu devais payer là, tu vas économiser dessus, en fait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en payant ses dettes en avance, la Côte d'Ivoire fait des économies sur l'argent qu'on devait prendre pour payer intérêt. Donc, cet argent-là, on peut prendre ça pour construire l'école, on peut prendre ça pour construire les routes, on peut prendre ça pour financer des projets en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est la beauté de cette histoire-là. Donc, quand on dit on paye crédit en avance, en plus de ce qu'Éclaireur a expliqué là, de façon concrète, de façon pratico-pratique là, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc, c'est les choses à encourager, c'est les choses qui sont de bonnes nouvelles pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Aussi, j'aimerais parler à ceux qui disent que le régime en place n'est pas humain, c'est-à-dire que le pouvoir en place n'est pas humain. Avant que le gouvernement sorte pour poser des actions là, le gouvernement avertit. La dernière fois, là, Éclaireur a dit, les gens qui ont les mauvaises plaques là, les gens qui ont les papiers trafiqués pour leur voiture là, on dit d'aller faire vos papiers. Il y a un autre communiqué aussi qui est sorti pour dire aux Bakaman là, les gens qui ont Baka là, ce qu'on appelle Dabagaou là, c'est-à-dire que les trucs qu'on met devant Baka, combien de trucs qu'on met devant les Baka là, on dit d'aller enlever aussi. Donc allez-y, faites ce qu'on vous dit. Les gens, les opposants qui disent qu'on n'est pas humain là, on sort pour dire aux gens, ils n'ont qu'à aller faire les papiers. On dit aux gens, on a averti les gens. Maintenant, quand le gouvernement va sortir pour agir là, c'est les mêmes qui vont se dire pour dire non, qu'on n'est pas humain, qu'ils n'ont pas pitié des gens. Donc, on vous en prie, respectez les consignes, faites ce qu'on vous dit,
pour ne pas que vous allez venir dire plus tard qu'on ne vous a pas averti. Ça, c'est sur ce point. Je vais terminer avec un point, grand frère. Sur ce dernier point-là, j'aimerais vraiment m'excuser auprès de nos mamans, parce que ce que je vais dire là, vraiment, ça me brise le cœur. Il y a une vidéo qui passe ces temps-ci là. On voit une petite fille qu'on aurait donné en mariage forcé à un monsieur. Et puis, de surcroît, ils ont fait venir quelqu'un pour venir corriger la fille, parce que la fille semble-t-il que elle n'aimait pas le monsieur, elle ne voulait pas se marier avec le monsieur. Bon, bref. Au-delà de tout ça, moi, j'aimerais lancer un appel à nos parents. J'aimerais lancer un appel à nos parents. Vous savez, le corps de la femme, là, elle est sacrée. Une femme qui se respecte, là, ne va jamais accepter de s'offrir un homme qu'elle n'aime pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est déchirant pour une fille, c'est déchirant pour une femme d'aller se marier avec un homme qu'elle ne veut pas. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je connaissais une camarade là, je ne dirais pas de nom. On était jeunes, on était petits hein, dans le quartier. Et on a appris qu'elle s'est mariée. Mais quelques années plus tard, la fille m'a informé qu'en réalité, elle n'aimait pas le monsieur. Que ses parents l'ont convaincu, nous ont dit qu'elle doit se marier le monsieur, mais elle n'aimait pas le monsieur. Ce que la fille m'a expliqué, elle a dit à son mari là, que c'est ses parents qui l'ont forcé à se marier avec lui. Et le monsieur s'en foutait de ça. Ce n'est pas normal, vous êtes méchant, vous êtes inhumain. On ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre qu'une fille, de ce quoi une mineure, que vous savez très bien qu'elle ne veut pas le monsieur, et puis vous la prenez, vous la donnez de force à ce monsieur, ce bandit, ce criminel, ce vaurier, et puis lui va accepter de coucher avec la fille. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas normal? Si on fait ça à votre profit, vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Donc vraiment, moi j'aimerais, dans tous les coins et recoins, si on constate que, j'aimerais dire à nos parents, si vous constatez qu'on donne une fille forcée à un mariage là, dénoncez la famille, dénoncez ce pervers là, qui veut coucher avec l'enfant des gens, alors que la fille ne les aime pas. Ce n'est pas normal. Cette vidéo m'a fait pleurer. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'étais sur l'émotion. Ce n'est pas normal, qu'en fait. C'est pas normal. Merci beaucoup, qu'en fait. Vraiment, je sens ça dans votre voix. Vous qui parlez généralement avec un ton posé, aujourd'hui vous avez levé le ton et je peux comprendre que vous êtes réellement choqué. Et vous avez totalement raison. Chers parents, il y a des choses qu'on ne doit même plus faire. Beaucoup font ça parce que souvent, là, celui qui marie cette fille-là, il a l'argent, eux souvent, ils ont pris crédit. Comment toi, tu peux prendre quelqu'un, donner en mariage, un destin, parce que tu avais pris crédit? Hey, une vie humaine est trop importante. Ton propre enfant, ta fille. Pour dire, comme j'avais pris crédit, je n'ai pas pu payer là. Donc toi, il faut aller te donner à quelqu'un, et tu dois accepter. Ou bien marier une femme qui n'a pas 18 ans. C'est mariage forcé. Ou bien même, elle peut avoir 1000 ans. Mais utiliser ses conditions de faiblesse pour lui imposer un mariage. Mais si toi-même tu es un homme intelligent, une femme qui t'aime pas, ou bien qui n'est pas consentant là, tu peux coucher avec elle comment? Et puis toi-même tu te sens comment? Hey, faut pas avoir se blaguer. Hein. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, là, ceux qui pratiquent beaucoup ces mariages bizarres là, ce sont les musulmans et puis les gens du nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Arrêtez ça. Vous, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, là. Je n'ai pas dit que ça ne se passe pas ailleurs, mais c'est pour vous, on voit. Et l'homme, là, il faut parler de ce que tu connais. Soi-disant, au nom de l'islam, c'est chez vous, on voit ça. Ou bien, soi-disant, au nom de votre culture, là, on voit ça souvent. C'est la chose la plus honteuse. Et il y a un monsieur qui s'appelle Cissé Djigiba. C'est un représentant musulman. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Ce que moi je dis là, je soutiens toujours avec des preuves. Si ce que je dis, si c'est faux là, allez dire à monsieur Cissé Djigiba, pourquoi dans sa fondation qu'on appelle la fondation Djigui là, est-ce qu'il ne lutte pas contre l'excision et les mariages forcés? Mais en tant que leader religieux, c'est parce que ça existe dans sa communauté et puis c'est fait là-bas. Donc quand je parle là, je ne suis pas contre les musulmans. Je ne suis pas en train de vous stigmatiser, mais je suis en train de dire une mauvaise chose que vous faites. Et ça, il faut arrêter.
Si ça vous fait mal, là, c'est que ce n'est pas bien. Donc, ça vous fait honte. Donc, là, ça vous fait mal et honte, là. Arrêtez. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a des choses, là, quand c'est pas bien, là, il faut dire ça clairement. Moi, mes enfants, tu te maries quand tu veux. Parce que moi, mon papa et ma maman, là, ils m'ont pas donné une feuille de route pour dire tu dois te marier à telle période. Moi, je vais jamais imposer à un enfant. Moi, si j'ai une fille, là, dis que tu es devenu vieux, c'est toi-même, là, tu vas venir. Le jour que tu vas m'apporter quelqu'un, là, c'est ce jour-là. Si toi-même, là, je vais même pas me fatiguer avec toi. Je vais te demander et te poser les questions. Parce que moi, là, on m'a pas forcé pour me marier. Moi, là, je vais pas me tuer pour marier avec quelqu'un, hein. Moi, je suis pas ce genre de parent pour dire non, 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 il faut prendre ton enfant comme un... Non, hein. Chacun décide de sa vie. Moi, de la manière j'ai eu la liberté de ma vie, là, je ne vais pas diminuer cette liberté et je ne vais pas reprendre aussi cette liberté à mes enfants. Et je m'en fous de ce que le monde dira. Ah, je ne suis pas... Si tu n'es pas prêt à te marier, tu ne te maries pas. Si tu veux, tu te maries. Si tu veux, tu ne te maries pas. Il n'y a aucune religion du monde qui dit que le mariage est une obligation. À un moment là, il faut se dire les vraies vérités. Et il faut arrêter d'embêter le monde. Si toi, un père indigne, tu allais prendre crédit de 100 000, tu étais incapable de payer, et puis c'est tout un destin, toute une vie que tu vas aller détruire dans un mariage forcé. Mais tu es une malédiction. Et vous, les musulmans, là, arrêtez ça. On ne voit pas ça chez les chrétiens. Même si ça se fait là, on ne voit pas beaucoup. Il y a des comportements qui sont tellement vilains qu'à un moment là, il faut évoquer. Et chers frères, merci d'avoir soulevé cette question-là. Surtout dans le sens de conscientiser les uns les autres. Et il y a certaines choses qui doivent cesser. Et vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère. Bonne journée. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Ouais. Alors? Oui, alors, bonjour, monsieur l'éclaireur. Bonjour, cher grand-mère, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonne émission, comme d'habitude, hein. Merci beaucoup. C'était très enrichissant aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, j'essaie de vous appeler concernant quelque chose, une émission que j'ai encore regardée sur la télévision concernant l'inondation au niveau d'Abidjan. Et le représentant de, je ne sais pas comment ils appellent la compagnie qui s'occupe des caniveaux en Côte d'Ivoire, là. Et les journalistes lui ont posé la question, mais pourquoi vous optez toujours pour les caniveaux à ciel ouvert? Et il faut dire que j'ai été vraiment étonné et dépassé par sa réponse. Il dit que les caniveaux à ciel ouvert, c'est ce qu'il faut en Afrique, disons en Côte d'Ivoire, et que ça permet à l'eau de passer au-delà. Et le journaliste est venu avec des exemples très clairs à l'appui. Et le journaliste pose la question, est-ce que vous savez que quand il pleut et que les caniveaux sont remplis, les passagers, disons les voitures, les piétons ne savent pas où se trouve la limite des caniveaux. Et une fois, il y a eu un grave accident en Côte d'Ivoire où il y a un baka qui est rentré dans un caniveau à ciel ouvert et le conducteur ne savait pas que c'était le caniveau qui était à ce niveau-là parce que c'est ouvert. Et les passagers qui ont essayé de sortir de cette voiture sont tombés tous, la majorité, ceux qui sont morts d'ailleurs, sont tombés tous dans ce caniveau-là, croyant qu'ils mettaient pied par terre. Donc, voilà les conséquences. Et il a donné beaucoup d'exemples. Et le monsieur a rétorqué que c'est ce qu'il faut à Abidjan. Mais vraiment, moi, qui ai un peu voyagé, je suis aux États-Unis, je suis allé un peu en Italie, en Europe, mais je n'ai vu nulle part dans ces pays-là où les gens créent les caniveaux à ciel ouvert. Je crois qu'il est temps qu'en Côte d'Ivoire, on essaie de faire un moratorium sur ce truc-là pour mettre fin vraiment à ce truc. Non seulement, quand il pleut, tous les nyamanyama d'Abidjan se retrouvent dans les caniveaux parce que c'est ouvert. Vous voyez? Et chez nous, là-bas, on fait des voies bitumées et des voies non bitumées. Et quand il pleut, les mêmes ordures qui se trouvent partout, les pneus, se retrouvent dans les mêmes caniveaux qui remplissent. C'est vrai, on dit que souvent, il y a l'incivisme, mais la cause réelle, c'est le fait que tous les caniveaux sont ouverts au niveau du pays, au niveau d'Abidjan. Donc tous les nyamanyama viennent se jeter dedans.
Tu as vu? Et donc, finalement, on fait un mauvais travail et qui ne nous amène nulle part. Si on veut copier l'excellence, je crois que les gars ont voyagé, nos dirigeants voyagent, ils viennent aux États-Unis, ils vont en France, ils vont partout, ils ne verront jamais des caniveaux à ciel ouvert. Et ça, c'est un point. Et quelque chose que j'ai vraiment aimé concernant ce gouvernement actuellement, que vraiment je l'ai tiré le chapeau, le parc national comment on appelle, de la Comoé. Les animaux sont revenus. Mais vraiment, j'adore tellement la nature. Et ils ont mis des caméras à travers tout le parc. Et les caméras filment les différents animaux qui se trouvent là-bas. Non, c'est super. Ils ont fait un travail excellent. Super, super. Les éléphants, tout ça, les léopards, tout est revenu. Vraiment, je leur tire le chapeau. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Maintenant, concernant l'orpaillage clandestin dont on a parlé la fois dernière, je crois que là, le travail n'a pas encore commencé. Mais j'ai vu quand même sur le site du Roi du Printemps, des privés, disons des citoyens, qui ont eux-mêmes commencé à aller déloger ces gars-là de façon bénévole. Et vraiment, ça, c'est super aussi. Mais je crois que le gouvernement doit plutôt utiliser notre armée sans dormir. Sinon, nous, on n'a pas envie de mourir. Maintenant, les déchets au niveau d'Abidjan. Monsieur l'éclaireur, je crois qu'il est temps qu'on mette une réflexion générale du pays concernant l'utilisation des choses. Parce que ce qu'ils sont en train de faire sur le site d'enfouissement qu'ils ont commencé, je crois que c'est une copie de, comment on appelle, de l'ancienne décharge qu'ils ont fermée à Kouedo. Parce que si on faisait, comment on appelle ça, une sorte d'économie circulaire concernant les déchets, je crois que ça sera encore plus intéressant. C'est-à-dire, un pays agricole comme la Côte d'Ivoire, si on mettait les produits organiques autant qu'on peut transformer pour faire de l'engrais, et l'État peut revendre ça, ou bien des gens peuvent revendre, demander aux gens de faire des tri, et je crois que là, on n'aura pas besoin d'enfouissement, tout ça là, qui vont prendre un peu de l'espace, encore de l'espace, et souvent avec la population grandissante d'Abidjan, ça serait difficile pour le gouvernement de trouver toujours des endroits pour pouvoir les enfouir dans le sol. Je crois que c'est le temps de faire des vraies réflexions et sans faux fuyant pour que vraiment ensemble le pays puisse avancer. Merci bien et je suis à l'écoute. Très bonne émission comme d'habitude. Merci bien. C'est moi encore qui suis l'homme le plus heureux parce que je vois que vous êtes venu plutôt dans les solutions que de venir faire du bavardage. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, vous êtes venu donner des solutions. Et vraiment, je vous dis merci. Parce que c'est ce qu'on appelle une intervention utile. Et vraiment, vous mettez le constat, vous donnez la solution, vous montrez la stratégie. Vraiment, moi-même, je ne sais même plus ce qu'il faut dire encore. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Et donc, on va toujours continuer. On va passer à Sunyata le conquérant. Et après, ça sera Maman Sali. Et on va terminer avec le Père Martial. Allô? Allô? Oui, bonjour le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonjour chef Clara. Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Donc on va vous laisser votre temps de parole. Je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le phénomène de l'immigration en Côte d'Ivoire avec ses conséquences ou ses éventuelles conséquences sur le long terme. Mais bien avant cela, permettez-moi de revenir sur certains mauvais exemples dans le monde. Vous avez en Afrique du Sud ce qui se passe actuellement, la chasse aux étrangers. Vous avez en Tunisie également ce qui se passe, c'est aussi la stigmatisation et les violences contre les étrangers. On pourrait dire que ce phénomène se passe uniquement dans ces deux pays. Mais ne vous y trompez pas.
c'est un phénomène, ce qui se passe en Afrique du Sud et en Tunisie, c'est un phénomène qui est répandu dans plusieurs autres pays du monde. Même si vous partez en Algérie, vous allez trouver ce problème-là là-bas. Il y a ces problèmes dans plusieurs autres pays du monde. Alors, les raisons qui entraînent ces problèmes, nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Une chose reste certaine, et je précise bien, ce sont de très mauvais exemples à ne pas copier. Mais vous savez, ce qui arrive dans la vie, en bien comme en mal, il faut souvent regarder ça de très près et aussi tirer toutes les leçons qui peuvent en résulter pour ne pas que ces mêmes problèmes arrivent chez soi. Ce qui arrive en Afrique du Sud, en Tunisie et dans d'autres pays, que faut-il faire pour ne pas que ces problèmes arrivent en Côte d'Ivoire? Je vous rappelle, officiellement, on nous dit le taux des étrangers en Côte d'Ivoire, c'est de 22%. Certains nous parlent de 26%. D'autres même vont jusqu'à 30%. Bon, prenons la moyenne autour de 25%. Un quart de la population qui est déjà étrangère. Ça peut avoir ses inconvénients comme ses avantages. Mais la réalité est celle-là. Ces dernières années, le phénomène de l'immigration s'est beaucoup répandu dans notre pays. Mais vous êtes sans ignorer que quand les gens viennent dans un pays, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut assurer l'éducation de leurs enfants et il faut leur trouver un travail. Donc, voici les principaux problèmes qu'il faut chercher à résoudre. Mais en même temps, aussi bien que vous allez faire les planifications sur le moyen ou le long terme, ou bien même si vous voulez sur le court terme, tant que vous n'arrivez pas à maîtriser les phénomènes de l'immigration, toutes les planifications vont être vouées à l'échec. Et on peut voir le phénomène répandu de l'immigration en Côte d'Ivoire qui crée des problèmes fonciers, des problèmes de difficultés de logement, des problèmes d'emploi et aussi parfois des problèmes liés à l'insécurité. J'aime à tout moment prendre cet exemple. Vous êtes un homme. Vous pouvez supporter au plus 50 kg sur votre tête. On vous dit, bon, sur les 50 que vous pouvez supporter, on vous donne 30 kg. Vous dites oui, que vous prenez les 30 kg, vous les supportez. Après, on vous regarde, on dit, mais tiens, sur les 50 là, on vous a donné 30, mais on croit qu'on peut encore vous ajouter 20. Hein? Vous dites oui, j'accepte. On vous ajoute les 20, ça fait 50. Après, on vous regarde, on dit, mais comme vous êtes ouvert, généreux et gentil, bon, on va vous ajouter 20 encore. On pose les 20 encore, ça fait 70. Vous vous éproulez. Une manière de dire quoi? Être hospitalier, gentil, généreux, ouvert, accueillant, tout ça c'est très bon. Mais après, il faut penser à sa propre survie. Dans un État, on prend toujours les décisions dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 25% du taux d'étrangers, si on y prend garde que ce taux frôle les 30,
Et nos connexions, Non, vraiment. vous pouvez continuer directement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, si on y prend garde, que ce taux frôle les 30% pour atteindre 40, 45, les problèmes auxquels nous faisons face vont s'alourdir. C'est pour cela que nous voulons demander aux décideurs d'être assez regardants sur la question de légiférer et de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de la nation. Tout ce que nous disons, ce n'est ni de la xénophobie, ce n'est ni de la ségrégation, ce n'est ni de la chasse aux étrangers, mais c'est plutôt une question de protéger la nation ivoirienne pour que le pays puisse tenir. On voit les phénomènes d'insécurité, d'orpaillage clandestin, les conflits fonciers. Tous ces problèmes devraient retenir notre attention particulière. C'est pour cela, plusieurs fois nous avons demandé aux décideurs, à partir du moment, dans tous les pays voisins et plusieurs autres pays africains, les gens ont légiféré pour interdire l'acquisition foncière aux étrangers. Il va de soi que la Côte d'Ivoire également légifère dans ce sens-là pour interdire l'acquisition financière aux étrangers. C'est aussi simple que ça, ce n'est ni de la méchanceté. Maintenant, sur la question de l'immigration, nous l'avons dit, il est important de prendre des décisions pour que ceux qui sont déjà là, on puisse vivre avec eux en symbiose et en harmonie sans créer des problèmes. Pour ce faire, il va falloir limiter le phénomène de l'immigration dans les années à venir, auquel cas le pays ne pourra pas s'en sortir. Si le phénomène de l'immigration venait à s'accroître, la Côte d'Ivoire ne sera pas en mesure de trouver les emplois pour les migrants, de trouver des logements, de pouvoir nourrir convenablement et de pouvoir assurer aussi l'éducation de leurs enfants comme il se doit. Puisque si on y prend garde, tout ce qui est projection va être voué à l'échec. Donc c'est pour cela que nous demandons aux décideurs d'être vigilants. On a l'habitude de le dire, demain c'est aujourd'hui. Si on veut préparer demain, c'est maintenant, il faut commencer à agir. Donc la meilleure des solutions, nous voyons très bien, avec l'AES aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est d'imposer les titres de séjour et visas. Voilà, pour limiter un peu le phénomène de l'immigration, de sorte que ceux qui sont ici, ils arrivent déjà à vivre en symbiose et en harmonie avec nous, et que les autres qui sont déjà dans leur pays, ils restent pour pouvoir travailler dans leur pays et aussi faire avancer le pays. Sinon, auquel cas, ça devient compliqué. Je précise que tout ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train d'encourager qui que ce soit à la stigmatisation, ou bien à la xénophobie, ou bien à la chasse aux étrangers, ou bien encore à créer des problèmes. Ce n'est pas notre intention. Nous demandons tout simplement aux uns aux autres de regarder les mauvais exemples qui sont en train de se produire en Afrique du Sud un peu partout, de tirer des leçons de ces mauvaises situations-là et de faire en sorte que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire soient protégés et que le phénomène de l'immigration ne s'accroisse pas pour éviter justement tous ces mauvais problèmes que nous voyons ailleurs. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci infiniment le concurrent. Merci encore de cette belle thématique que vous avez évoquée. Et vous avez été très clair sur la question avec des propositions. On ne peut pas demander mieux. Moi-même qui parle là, je vis aux États-Unis. Donc je ne peux pas dire que je serai contre ceux qui vont chercher leur vie ailleurs. Mais aux États-Unis, là, je paye maison, je paye les impôts, je respecte les règles établies et je connais ma place dans la société américaine. Est-ce que c'est la même chose pour surtout les Burkinabés et les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Eux qui veulent vivre en dehors du système économique, mais qui ne veulent que profiter, mais qui veulent vivre en dehors de ce système. Eux qui n'apportent pas de plus-value. Est-ce que ça, c'est de l'immigration? Ça, c'est de l'autodestruction. Ça veut dire, je prends les gens, comme je dis, ça va chez moi, ils n'ont qu'à venir me détruire. Hey, cette immigration-là, quelle que soit notre gentillesse,
un jour, elle va se retourner contre nous. À un certain moment, dans leur texte de loi au Burkina, là, un non-étranger ne peut pas posséder des terres. Pourquoi eux vont venir posséder des terres en Côte d'Ivoire? Même les terres qu'ils possèdent là, l'État peut payer. Il faut qu'on leur arrache nos terres. Tôt ou tard, un jour viendra, cette question va se poser. Et il faudrait que l'autorité puisse anticiper sur des questions. Parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises. C'est aussi la responsabilité de l'État et de nous-mêmes de les corriger. Avoir peur ou me différer ça, ce n'est pas une solution. Il faut étudier la qualité des gens de l'immigration qui vient vers la Côte d'Ivoire. C'est une immigration appauvrissante pour la Côte d'Ivoire. C'est une immigration toxique pour la Côte d'Ivoire. À un certain moment, ce n'est pas être contre quelqu'un. C'est que eux ne permettent pas aux Ivoiriens dans leur pays. Naturellement, on ne doit pas leur permettre cela. Est-ce que ça, c'est trop demandé? Ou bien c'est parce que nous, on doit être bêtes que tout le monde doit profiter de nous. Quand on profite de quelqu'un là, un jour, le système va arriver à sa fin. C'est l'Ivoirien qui va s'effondrer dans son propre pays. Il faudrait que nous ayons le courage de regarder ces faits-là et de poser les vrais diagnostics et d'en assumer aussi les vraies conséquences en posant les vraies thématiques. On a encore perdu le concurrent. Dieu merci, l'essentiel de ce qu'il voulait a été dit. On va donc procéder avec Maman Sali Kone. Vraiment, merci à lui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va surtout passer à Maman Sali. Dire merci à toute la classe éclaireur pro vérité. Et après, de façon exceptionnelle, on va laisser 10 minutes à notre père Martial pour que rapidement aussi, il puisse donner son avis et on va pouvoir fermer le direct. Alors? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles, je vais bien et vous? Ça va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, et de votre côté? On ne se plaît pas en allant en ce maintien. Grâce à Dieu. Alhamdulillah, Dieu merci. Que Dieu nous aide tous. Amin, 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 ya Rabbi Allah. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Ok. Bonjour les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui. Juma Moubarak à tous les musulmans et excellent vendredi à tous les non-musulmans. Professeur éclaireur, avant de commencer, je vais dire à tout le monde, continuez de vous abonner, continuez de souscrire à la page, continuez de prendre le badge vert, continuez de souscrire à la page. Vous avez vu le début tout à l'heure. Voilà, donc continuez de souscrire et de vous abonner. Professeur, en tant qu'une mère, je sais que cette mère, on dit c'est notre fils hier ivoirien qui a eu le pied cassé sur le terrain. Nous nous souhaitons bonne guérison. Et vraiment, ça, c'était pas beau. Vraiment. Nous souhaitons toute la santé totale. Et, professeur éclaireur, qu'on se dise la vérité, l'immigration en Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'y prenne. Il faut qu'on encadre l'immigration en Côte d'Ivoire. Et pourquoi on le dit, professeur, vous venez de le dire tout à l'heure. Si ça ne se fait pas, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont souffrir demain. Et ça, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas un pays qui a plus d'immigrés en Afrique de l'Ouest, là-bas, comme la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Nous sommes le pays qui a plus d'immigrés dans notre pays. Et on ne peut pas les chasser. Nous sommes des immigrés dans les pays des autres. Mais l'immigration est encadrée. Voilà pourquoi on ne peut pas faire du n'importe quoi ici. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, nous, on laisse le flanc ouvert? Moi, je trouve qu'il est temps qu'on encadre l'immigration en Côte d'Ivoire sérieusement. Pour que quand les immigrés viennent dans notre pays, là, qu'ils sachent qu'ils sont des immigrés, ils n'ont pas le même droit que les Ivoiriens. Ils doivent se comporter. Quand tu es immigré, ça veut dire que tu vas savoir te comporter dans le pays qui t'a accueilli là. D'abord, maintenant, le pays même te permet de rester sur son sol, tranquillement, librement, en paix. Ça veut tout dire. C'est pas ça qui va venir déranger le système. Donc, il faut qu'on y prenne garde. Sinon, les terres qu'ils ont là, ce sont nos petits-enfants demain qui vont souffrir. Dans 50 ans, dans 25 ans, dans 20 ans, ce sont nos enfants qui vont payer les frais. Donc, il faut qu'on encadre l'immigration en Côte d'Ivoire. Et vendre des terres aux étrangers, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose même qui ne devait même pas se faire. Ça, c'est une erreur très, très, très grave de la part des Ivoiriens. Professeur, comme le frère Marcel est derrière, je vais m'arrêter là.
Que Dieu protège Papa Ado, que Dieu protège Papa Tedou, que Dieu protège tous ceux qui les entourent, que Dieu protège nos éléphants. Demain, Inch'Allah, après le direct du professeur Terreur, on va faire aussi notre petit direct sur les EPV pour nos éléphants. Soutien aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Je m'arrête là. Que Dieu te protège. Excellent vendredi et que Dieu nous donne dans ses grâces. Merci. Les Sénoufo, les Yakuba, les Odjeneka, les Maoka, les Guéré, les Wobé. C'est vous qui avez cassé le pied de notre enfant, là, non? On vous laisse avec Dieu. Pied ça la colère. Ça, c'était juste pour faire un peu comique. Ça, c'est sûr que celui qui a tapé le pied la main, la dame, il était là. Voilà, ça, c'est pas une cohérence, c'est Odjeneka. Je m'arrête là. C'est ce que j'ai dit, oh. Ceux-là, moi, je les ai remarqués, là. C'est les Chinois qui sont leurs calmeurs. Mais de la manière, les Sénoufo... Est-ce que c'est pas le cousin même de Cyclone? Est-ce que c'est pas Cyclone même qui a payé le monsieur là pour casser pied là? Parce que... Ça a demandé. C'est une violente question. Donc, c'était pour apporter une touche d'humour, pour saluer tous nos parents de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, pour vous dire vraiment merci. Restons tous dignes. Continuons de nous aimer en tant qu'un peuple. Vivons dans la dignité. Vraiment, merci à vous-même, chère mère. Merci pour toute la détermination, pour tout l'amour que vous manifestez à notre égard et surtout pour votre détermination sans faille. Vraiment, merci infiniment. Et que Dieu nous Merci, professeur. permette d'être toujours dans sa grâce. Amin, amin, amin. Inch'Allah, à demain. Merci À beaucoup. ce soir, car il y a des choses de la vie. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Okay. Mesdames et messieurs, nous allons accorder 10 minutes au Père Martial pour qu'il puisse faire rapidement son déroulé. Et après lui, donc, on va fermer. Alors? Oui, oui, bonjour éclaireur. Bonjour, cher patriarche, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Dieu Bonjour merci. à tous les EPV. Ok. Comme on n'est plus par le temps, le boulot, donc on va vous laisser, C'est ça. on va vous laisser 10 minutes pour faire votre déroulé. Inch'Allah, merci beaucoup, merci Il y a éclaireur. Merci. il y a le cyclone qui reconnaît que c'est eux qui ont envoyé les gens pour casser le pied de notre petit là. Ah bon? Oui, oui. Les Odjeneka ne sont pas bons. Hein. Hey. Ah, ils ont déconné, hein. Ils ont Ce qu'ils ont déconné, fait là. hein, Franchement, mais- j'ai eu un peu les larmes aux yeux pour lui, hein, parce que, Bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. ouais, ça a été, et puis, bizarrement, hein, c'était anodin, hein. Moi, j'ai vu ça en direct, hein. C'est-à-dire que le gars là, il a tapé un pied et puis c'est l'autre pied qui est touché. Ah, c'est quelle histoire ça? Ça s'appelle. Lui-même, il a pleuré, hein. Il pleurait, hein. Le Qatarien qui l'a blessé là, il a coulé les larmes. Il n'a même pas regardé le carton rouge qu'on lui a donné là même. Il s'est même pas occupé de ça. En fait, toute l'équipe, tout le terrain était en émoi. Franchement, ça a été très émouvant. Bon, lui-même, il a été très courageux. Bon, mais ce qu'il y a sûr, c'est qu'il a au moins 6 mois, 1 an, il va pas jouer. C'est clair. Ils vont le soigner, c'est vrai, mais après, il faut une rééducation de longue durée. Bon, bref, on lui souhaite, en tout cas, il est encore jeune. J'espère que il va pouvoir revenir en meilleure forme, quoi. Bon, comme tu l'as dit, c'est les péripéties de la vie, hein, et puis c'est les risques de son métier de footballeur. Effectivement. Voilà. Bon, éclaireur, je vais rester dans l'affaire de football. On joue demain, la Côte d'Ivoire joue demain contre l'Allemagne. Et la question que tout le monde se pose, la plupart des observateurs de football, se demandent quelles sont les chances réelles de la Côte d'Ivoire de pouvoir battre l'Allemagne, qui est considérée par tous les bookmakers comme étant favorite, et c'est vrai, l'Allemagne est favorite. Parce que c'est quand même l'Allemagne a 4 Coupes du Monde, l'Allemagne a plusieurs participations, ils ont 4 Coupes du Monde. Pendant que nous, on n'a même pas encore franchi le cap, même on n'est jamais sorti des poules, des matchs de poules. On espère que cette année, ce sera la bonne. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le match de demain, où l'Allemagne est donnée favorite avec 60 à 65% de chances de nous battre. Un match nul tourne autour de 20-25% selon les différents sites que j'ai eu à regarder. Et match victoire de la Côte d'Ivoire, 12-18%. Maximum, si on nous donne trop, c'est 20% pour gagner le match. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est devant ces gens de défis-là que Dieu manifeste sa gloire.
Et demain, là, Dieu va manifester sa gloire. Pour être plus clair, il a déjà manifesté sa gloire. Le match de demain, selon moi, sera un remake de Côte d'Ivoire, France-Côte d'Ivoire. Parce que regardez les dispositions. Ce n'est pas Côte d'Ivoire, Allemagne. C'était France-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, demain, ce sera Allemagne-Côte d'Ivoire. Et ce sera 1-2. C'est-à-dire que l'Allemagne va marquer avant. Moi, je pense ça, c'est selon mon appréciation. Je pense que l'Allemagne va marquer peut-être très vite même dans le match. Mais Inch'Allah, ça ne va pas durer, nous on va égaliser. Et si on égalise, on va créer la surprise. Ce match, on va le gagner 2-1, ça va surprendre les gens. Et c'est à partir de cet instant-là, l'étoile de la Côte d'Ivoire, là, ça a commencé à briller depuis le match France-Côte d'Ivoire, où les gens ont dit non, c'est match amical, non, Dieu ne connaît pas match amical. Quand Dieu veut travailler là, la logique divine là, on ne peut pas comprendre. C'est au fur et à mesure que vous allez comprendre. Moi, je pense que, pour moi, demain là, Inch'Allah, on va gagner ce match. Ça va surprendre le monde, mais on va gagner ce match. C'est à partir de cet instant que les gens vont commencer à avoir peur de nous. Parce que si on ne sort pas premier de notre poule, on risque de croiser la France en 16e de finale, si on passe en 16e de finale. Or, si on croise la France en 16e de finale, ce n'est pas forcément intéressant pour nous. Donc, moi, je souhaite qu'on gagne ce match, qu'on soit premier de notre poule, qu'on puisse rencontrer un meilleur troisième pour nous donner la chance d'aller en 8e de finale. Et Inch'Allah, je sais que la Côte d'Ivoire ira jusqu'en quart de finale minimum dans cette Coupe du Monde. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens de se concentrer sur plutôt la victoire, de ne pas se concentrer, de ne pas regarder la valeur des deux équipes sur le papier. Et même si on regarde très bien sur le papier, honnêtement, les Allemands ne sont pas totalement supérieurs aux Ivoiriens. C'est une question de mental. C'est une question de mindset. Donc, ce sera à l'encadrement de la Côte technique de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur, tout le groupe, et aux joueurs eux-mêmes de se dire que ils sont professionnels comme les Allemands. Ils jouent dans les mêmes championnats. Donc, ce que les Allemands sont capables de faire là, nos enfants là sont capables de faire la même chose. Mais l'Allemagne a encore des défauts. Il va falloir qu'on ait un bon gardien. Je pense que, par la grâce de Dieu, Dieu va donner la baraka à notre gardien, Yaya Fofana. Ensuite, il va falloir qu'on soit très costaud en défense centrale, parce que l'Allemagne, sa force, c'est le milieu de terrain offensif. Ce ne sont pas les ailiers. Ils passent par le milieu en général pour faire mal. Si on a bien bétonné nos milieux, nos ailiers là, Yann Diomandé et Amal Diallo ou encore je ne sais qui, on peut passer par les ailes pour pouvoir gagner ce match-là. Et je pense que nos enfants là vont créer des misères à la défense allemande, qui n'est pas costaud, qui n'est pas une défense impériale. Parce que leur victoire de 7-1 contre Curaçao, c'est un peu trompe-l'œil. La Côte d'Ivoire, l'Allemagne ne peut pas gagner la Côte d'Ivoire 7-1. Je suis désolé, il ne faut pas que les gens s'imaginent ça. Il ne faut pas avoir peur de l'Allemagne, c'est une équipe comme toutes les autres. Si nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, qu'on se retrouve dans la même poule, ça veut dire que quelque part, on peut se mesurer à eux. C'est à nous de nous mettre au travail. C'est à nous de se concentrer sur l'essentiel. C'est vrai, il ne faut pas sous-estimer, il faut pas on n'a qu'à leur laisser la possession du ballon. C'est pas grave. De toute façon, ça c'est leur force. On ne peut pas qu'on rivalise avec eux sur ce point-là. Donc, éclaireur, voilà ce que moi je voulais dire par rapport au match de demain. Vous aurez remarqué que mon analyse n'a pas été trop technique, elle a été beaucoup plus sur un autre aspect. Et cet aspect-là, c'est ça qui gouverne le monde. C'est-à-dire l'aspect spirituel des choses. Moi, je pense que Dieu veut donner l'occasion à notre pays de briller dans le monde. L'étoile de la Côte d'Ivoire doit être vue par le monde entier. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voyez, l'Irlande n'a pas été qualifiée. Mais les Irlandais, le drapeau irlandais, là, quand ils le renversent, ça devient le drapeau ivoirien. Les Irlandais, un jeune Irlandais financier d'un bar a dit, bon, comme nous on n'est pas qualifiés, et que quand on renverse notre drapeau, ça devient le drapeau de la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite qu'on supporte la Côte d'Ivoire. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu une adhésion massive. Du coup, le monsieur il a mis le drapeau ivoirien devant son bar. Aujourd'hui, il ne joue que la musique ivoirienne et la musique d'Afrique de l'Ouest dans son bar. Et vous avez vu, quand Amal Diallo a marqué contre l'Équateur,
automatiquement, le bas était en ébullition. C'est-à-dire que les Irlandais supportent la Côte d'Ivoire à fond, comme si c'est leur pays. Vous savez, il y a des signes qui ne tombent pas. Je pense que ce sera encore l'occasion pour la Côte d'Ivoire de briller. Il n'y a jamais 203. On a gagné nos 2 derniers matchs. Il y a un autre 3e match qu'on doit gagner. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça suffira. Éclaireur, comme c'est 10 minutes, il reste 2 minutes, je vais m'arrêter là. Et compte tenu du fait que tu n'as pas suffisamment de temps, demain ou dimanche ou lundi, j'aurai à parler de 2 sujets importants, notamment le travail par rapport à la jeunesse ivoirienne, leur état d'esprit par rapport au travail. Vraiment, j'ai vu une vidéo que j'étais même passée. Franchement, cette vidéo-là nous interpelle tous par rapport à la jeunesse ivoirienne et qui est face au travail. Voilà, les jeunes Ivoiriens n'aiment pas le travail, ils aiment l'argent facile, ils aiment la rapidité, ils veulent ici et maintenant, ils veulent pas travailler, mais ils veulent avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est les histoires des réseaux sociaux, c'est les histoires d'orpaillage clandestin, ils sont dans des, vraiment, ils cherchent pas, tout où on peut gagner l'argent facilement, c'est ce que la plupart des jeunes la recherchent. Parce que eux, ils estiment qu'ils n'ont pas le temps, aller travailler, tout ça là, c'est compliqué. Vous voyez souvent certains soi-disant influenceurs viennent il y a eu sur les réseaux sociaux pour dire que ouais, ce qu'un fonctionnaire gagne à la fin du mois, moi je le gagne en quelques minutes avec des vidéos. Vous voyez, ce sont des genres de propos qui font mouche malheureusement dans l'état, dans le subconscient de la plupart de nos jeunes qui vont sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Et malheureusement, ça pourrit l'état d'esprit de nos enfants et ça c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Donc, il y a un travail à faire. Il va falloir qu'on aborde ce sujet-là en tant que EPV. Et donc, j'ai décidé d'en parler. Mais je vais en parler en profondeur. L'occasion, à cause du temps, n'est pas bonne. Je vais laisser passer. On verra soit demain, soit lundi. Je vais revenir dessus. Ou bien sur TikTok, carrément, je vais aborder la question. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses très importantes à dire par rapport à l'avenir de la jeunesse. Je sais que le gouvernement y pense. Mais nous, on va leur apporter notre contribution, notre façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des informations ou encore des solutions ou des débuts de solutions qu'on pourra donner qui vont faire qu'ils pourront s'en inspirer pour compléter ce qu'ils ont déjà prévu ou bien pour réorienter ou en tout cas leur permettre de pouvoir avancer. Donc, Éclaireur, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes tous les jours de pouvoir intervenir sur la plateforme et merci à tous les EPV pour l'attention qu'ils portent aux différentes émissions quotidiennes. Merci et à bientôt. Vraiment, merci à vous-même, le Père Mathias. Merci pour vos efforts, que ce soit visible ou en arrière-plan. Et même le texte sur la Côte d'Ivoire tiré des SICA Finance, c'est vous qui me l'avez proposé. Ça, il faut qu'on le dise devant le public aussi. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et moi, j'ai fait la synthèse. Vous verrez que c'est carrément différent du texte original. Pour faciliter l'explication aux gens, j'en ai fait la synthèse que j'ai expliquée sur le texte sur l'économie ivoirienne. Et donc, pour vous dire que vraiment, vous êtes un soutien assez efficace, que ce soit sur la plateforme ou en arrière-plan. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas nier cela. Et on vous en remercie énormément. Merci encore pour la qualité de vos interventions. Et surtout, merci pour le coaching. Et surtout, de booster la force mentale de nos éléphants. Tout est possible à celui qui croit en lui-même. Et je pense que Dieu ne nous a pas envoyés à cette compétition par hasard. Ça veut dire que nous avons notre raison d'y être. Nous avons un message à lancer au monde. C'est le message qu'il y a un petit pays en Afrique de l'Ouest qui s'appelle la Côte d'Ivoire et qui est en train de transformer le monde et qui est en train de donner une nouvelle façon de regarder l'Afrique. Et donc avec cet esprit, on est en train de faire briller d'abord la Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afrique et de dire aux uns aux autres, croyons en nous-mêmes. Parce que on n'est pas là par hasard et donc ne nous sous-estimons pas. On peut aller aussi loin que cela est possible. Que les Ivoiriens y mettent le cœur, la détermination, et le reste viendra. Vraiment, merci à vous. Merci à Maman Blanc, merci à Maman Sali, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes les Mao, merci à tous les Chao. Merci à tous ceux qui ont permis que nous puissions faire ce direct en ce jour. Merci à tous ceux qui ont pris des badges pour nous aider à sécuriser nos différentes émissions. Vraiment, merci à vous. On ne cessera jamais de vous dire merci. Mais toute bonne action, c'est Dieu seul qui sait comment il va récompenser. Merci à toutes ces personnes qui laissent de leur temps pour venir parler, pour nous instruire et nous apporter des idées.
Vraiment, merci à vous. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Cher Père, on va vous laisser en 2 minutes nous faire la conclusion. Oui, merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous les PB. Que Dieu vraiment continue de nous soutenir, de nous inspirer sur la plateforme, que Dieu renforce notre fraternité, notre solidarité, notre union, surtout qu'il nous permette de respecter la devise de la Côte d'Ivoire qui est union, discipline, travail. C'est vrai que dans l'union, quand vous êtes unis, que vous êtes disciplinés et que vous travaillez, il n'y a pas de raison que vous échouez. C'est pas possible. Donc je souhaite que ce triptyque-là, qui constitue la devise de la Côte d'Ivoire, soit le credo de tous les Ivoiriens en général, les EPV en particulier, mais surtout les éléphants de main, qu'ils soient unis sur le terrain, qu'ils soient disciplinés, qu'ils aient la discipline tactique nécessaire et que par leur travail, nous ayons le gain du match. À la fin, Inch'Allah, j'espère qu'on pourra avoir ce gain-là pour rehausser l'image de notre pays, l'étoile de notre pays, rehausser l'image du président Ouattara. Qu'il en soit ainsi. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Père, et que la grâce divine nous accompagne.